La question du repatriement des djihadistes engagés en Syrie ou en Irak fait débat et une partie de l'opinion publique assez majoritaire est contre. Et en même temps, la France est liée à des conventions internationales, au respect notamment à un procès équitable, aux droits de la défense, qui aujourd'hui ne peuvent pas être assurés. J'entendais la porte-parole du gouvernement dire le contraire, mais franchement... Les procès ne sont pas équitables selon vous ? C'est ce que toutes les organisations internationales vous disent, les organisations chargées des droits de l'homme, et ce que vous disent également les avocats que ces familles ont pu contacter et qui les représentent en France. La position de la France, elle n'est pas simplement compliquée, elle est un peu hypocrite en fait. Vous voyez que le gouvernement prétend intervenir et intercéder auprès des Irakiens, puisque la peine de mort figure au droit pénal irakien, et donc des Français vont être condamnés à la peine de mort. Je rappelle quand même que ces Français étaient aux mains des Kurdes qui voulaient en fait les remettre aux autorités françaises pour les rapatrier, et c'est que la France n'en a pas voulu. C'est les forces kurdes qui ont libéré le nord de la Syrie, ont emprisonné ces fameux ressortissants qui ont été transférés ensuite en Irak. Donc si la France voulait vraiment s'opposer au fait que la peine de mort soit actée et qu'elle soit la peine infligée à des ressortissants français, elle aurait pu les rapatrier. Elle ne le souhaite pas. La position de la France est la suivante. Elle a été réitérée devant le Parlement par Le Drian. C'est au cas par cas sur les enfants, quand les enfants sont petits et quand la mère est en fait d'accord pour ce rapatriement. Cela dit, c'est une question qui n'est pas réglée aujourd'hui. L'Irak demande 6 milliards d'euros à la France pour maintenir ces djihadistes dans ces prisons et pour assurer un minimum de sécurité. Je crois en effet qu'on a, dans cette affaire, oublié l'essentiel. C'est-à-dire que ce sont des Français. Dans le droit français, il existe des possibilités de les poursuivre et de les faire condamner. Quand vous vous rendez sur le théâtre des opérations, vous pouvez faire l'objet d'une ouverture d'enquête judiciaire pour entreprise terroriste qui aujourd'hui peut se faire de manière individuelle. Et puis le fait d'avoir rejoint la Syrie ou l'Irak est aussi un motif de poursuite et voire de condamnation dans le droit français. D'autre part, ce serait utile aussi de savoir comment ces gens, qui se sont radicalisés parfois très rapidement, soit sur Internet, soit au contact de cellules un peu dormantes, ont procédé, comment ils se sont organisés là-bas et quels étaient leurs liens avec des cellules dormantes en France ou des djihadistes français. Je crois qu'on aurait intérêt pour notre sécurité. Je sais que quand on dit ça, on est parfois peu audible par l'opinion publique. Mais c'est une question... Parce que l'opinion publique, elle voit des terroristes Elle voit des terroristes. Français. Voilà, sauf que, aussi simple que ça. D'abord, tout le monde a le droit à un procès équitable. Voilà, donc je crois que c'est un fondement de l'état de droit. Et que d'autre part, même en termes de sécurité, on aurait intérêt aujourd'hui à connaître en fait les parcours, les filières. Parce que, sur le fond, on n'a aucune garantie aujourd'hui que ces gens-là seront maintenus en détention. D'abord, les Kurdes veulent s'en débarrasser et l'Irak procède à une sorte de chantage avec la France en réclamant 6 milliards d'euros. Sergio Coronado, le mouvement des Gilets jaunes qui est en train de rendre son dernier souffle, c'est votre impression également ? La multiplication des manifestations, notamment ce week-end, ne contribue pas à une forte mobilisation. C'est un mouvement qui dure depuis plus de 7 mois. C'est un fait tout à fait inédit dans l'histoire sociale française, à la fois par la durée, par la manière dont il s'est déployé en dehors des corps intermédiaires, de l'encadrement syndical ou associatif et assez loin des partis politiques, avec des mots d'ordre qui ont pris en tout point le contre-pied de la politique mise en place par Emmanuel Macron et ont bénéficié d'un soutien très fort, encore aujourd'hui dans l'opinion publique. La question du rétablissement de l'ISF ou la question de la participation démocratique directe, parce que les gens ont l'impression en effet, et c'est confirmé par les déclarations du gouvernement, que rien ne change et rien ne changera jamais avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a un cap, il s'y tient. Mais ces Gilets jaunes annonçaient un référendum anti-Macron dimanche dernier. Il n'a pas eu lieu le référendum anti-Macron était d'abord annoncé essentiellement par les forces politiques. D'ailleurs, certaines ont fait peut-être une erreur en s'engageant dans cette brèche. Les Gilets jaunes se sont tenus assez loin d'ailleurs, parce que d'abord, ils composent, à mon sens, peut-être que Stéphane Rosès, qui a un passé de sondeur et d'études de politique très pointues, pourra le confirmer, ils composent pour l'essentiel le bloc des abstentionnistes et d'autre part, c'est difficile en fait de penser qu'un mouvement social a une traduction immédiate sur le champ électoral ou le champ politique. Moi, je ne suis pas de ceux qui le pensent. Mais je regardais les images que vous montriez et notamment la mobilisation des mutilés. Il y a quand même des questions qui sont restées en suspens auxquelles le gouvernement n'apporte aucune réponse. Il y a plus de 150 enquêtes ouvertes. On n'a toujours aucune nouvelle. Et je crois que c'est une question importante, la question du maintien de l'ordre, la question de la répression, elle a été posée même au niveau international. Moi,
je crains, en fait, en écoutant les déclarations, en lisant les déclarations du procureur de la République, qui est un peu la voix de son maître, que le gouvernement, au lieu d'assumer ses responsabilités, décide de jeter les policiers un peu en pâture devant l'opinion publique. Les déclarations du procureur de la République, c'est de dire, en gros, il y a des gens qui ont fauté et donc ils devront payer. Sauf que je crois que la question du maintien de l'ordre, ce n'est pas une question individuelle. Ce n'est pas un policier qui décide quand est-ce qu'il va aller au contact. C'est une question politique qui a été décidée, qui a été accompagnée en plus par des déclarations extrêmement stigmatisantes. Les bavures ont quand même un caractère assez individuel, Sergio Coronado. Excusez-moi, quand vous dites que des gens viennent manifester à Paris, qui sont prêts à tuer, que ce sont des terroristes, il ne faut pas s'étonner ensuite que l'utilisation un peu disproportionnée de la force conduisent à des mutilations, des mains arrachées, des yeux éborgnés, des gens qui ont eu une partie de leur vie brisée. Et donc on est quand même loin dans cette affaire. On est quand même loin dans cette affaire d'un gouvernement qui assume totalement ses responsabilités. On est loin de la République exemplaire. On a connu la décision du gouvernement de décapiter la préfecture de police. Et là, à quoi on insiste ? En fait, on jette les policiers en pâture et on ne répond pas sur le fond. On ne répond pas à la demande des Nations Unies d'une enquête indépendante. On ne répond pas sur les enquêtes administratives qui sont menées. On ne répond pas sur ce qui a été porté comme revendication, comme volonté de lumière portée par les Gilets jaunes sur la question de la répression du mouvement social. Même si on peut considérer en effet que l'arrivée en tête aux élections européennes du Rassemblement national et la résistance plutôt bonne de la Macronie lors de cette élection peuvent être interprétés par ceux qui y sont intéressés comme un succès ou un demi-succès. Il n'en reste pas moins que réduire le corps électoral à ce duel-là me paraît être un peu abusif. Ce n'est pas les mêmes élections, les européennes et les municipales. On a des élections à un tour, à l'air proportionnel sur liste nationale, et puis on aura à la fois dans les métropoles, dans les villes et les communes, des dynamiques où les questions locales sont importantes en fait. Et l'ancrage territorial est également important. On a une difficulté, d'ailleurs, vous l'avez, mais la France Insoumise également, comme nouveau mouvement, c'est la question de l'enracinement. Et puis la question également de la construction de majorités. Est-ce que c'est des majorités qui se construisent un peu au forceps, au coin d'une table, entre des appareils ? Quand j'entendais les déclarations menaçantes, en fait, de Gilles Boyer, qui disait aux élus de droite... Les élus, les maires qui seront élus avec le soutien de la République En Marche, ce seront des amis. Ceux qui choisiront une autre option, ce seront nos ennemis. Je ne suis pas sûr que ce soit la voie la plus intelligente et la plus constructive. Il faut être en capacité de faire 50 plus une voix. Ce sont des élections à la majorité. Et puis, il faut savoir aujourd'hui... C'est dans cela que les alliances sont mais primordiales. Quoi on les fonde ? Est-ce que c'est simplement une soupe au logo, comme on a coutume de le dire, ou est-ce qu'on le fonde en fait sur des vrais projets ? Moi, je crois que la centralité de l'écologie politique, la question des villes en transition, est une question importante et pas simplement dans les métropoles. La question des services publics, la question de la gestion de l'eau, par exemple, est-ce qu'elle est aux mains du privé, aux mains du public ? C'est aussi une question importante. La pression sur le logement, et notamment dans les grandes métropoles. Aujourd'hui, on a des gens qui ont toujours vécu dans ces métropoles et qui n'arrivent plus à faire en sorte que leurs enfants puissent s'y installer, fonder des familles, élever leurs enfants. Et donc, c'est une question extrêmement importante. Et puis, la question qui a été portée pendant plus de 7 mois par les Gilets jaunes. Et je crois que c'est une question qui, au niveau local, se décline avec beaucoup d'acuité. Quel type de participation pour les citoyens à l'échelle de la commune, à l'échelle d'une grande ville, à l'échelle d'une agglomération ? Je mettrai un bémol sur la difficulté qu'on a, en fait, à transposer des résultats d'une européenne à une ville comme Paris. D'abord, Paris, c'est 20 élections. Ce n'est pas une élection, c'est 20 élections d'arrondissement avec une tête de liste qui est élue, en fait, le maire ou la maire est élu par le conseil municipal. Donc, il faut savoir, en fait, sur quoi on fonde cette alliance, cet attelage à vocation majoritaire. Moi, je crois qu'on peut, quand on est progressiste, quand on est écologiste, le fonder sur des mobilisations importantes, des mobilisations de fond. La question des services publics, la question de la transition écolo et la question de la démocratie, c'est des piliers en fait qui peuvent bâtir un projet à vocation majoritaire. Alors c'est LFI qui veut interdire notamment les vols courts. C'est une proposition de François Ruffin, mais qui a recueilli des soutiens allant bien au-delà de la France Insoumise. Il vise à dire simplement que le transport aérien, qui participe à hauteur de 5% en fait, des émissions de gaz à effet de serre, qui est un secteur en très grande explosion, en fait, faut le maîtriser et il faut voir comment le gouvernement entend s'attaquer véritablement à la crise climatique. Donc, c'est quoi la proposition, en fait ? C'est de dire que quand il y a une offre ferroviaire tout à fait adéquate, il convient, en fait, de préférer le train à l'avion plutôt que l'avion, parce que l'avion pollue, parce que la place dans l'empreinte écolo, dans l'empreinte en termes de pollution, est bien trop lourde. Merci.